Bonjour à tous, je suis le docteur Louis Courteau, je travaille dans le service de orthopédie adulte à Pierre-Paul Riquet à Toulouse et je vais vous faire le topo sur les pathologies synoviales. Tout d'abord, on va faire un tout petit mot sur l'articulation normale, on va un peu enfoncer des portes ouvertes. Donc l'articulation normale, la capsule articulaire est recouverte à sa face profonde par une membrane synoviale qui a un aspect, qui peut avoir différents aspects en fonction des pathologies en macroscopie. Si on est dans le cas d'une pathologie avec des microcristaux, cette membrane synoviale aura un aspect un petit peu crayeuse. En fonction de différentes pathologies, elle pourra être brun, couleur rouille, couleur chamois, s'il y a de l'hémarthrose ou s'il y a éventuellement une synovite vilonodulaire. Cette synoviale peut être noire dans le cadre de la métallose. Et lorsqu'il y a une pathologie inflammatoire, on peut retrouver une hyperplasie des franges. Cette membrane synoviale va produire le liquide articulaire qui va être analysé à la fois en macroscopie et en microscopie. Le liquide articulaire, son aspect normal à la macroscopie, il est clair, incolore ou jaune pâle. Il va être très visqueux et il ne coagule pas. En revanche, lorsque celui-ci est inflammatoire, il pourra être trouble ou opaque, voire purulent en fonction de l'étiologie inflammatoire, s'il y a ou non une infection, une arthrite septique. La viscosité est diminuée, voire nulle, et il peut coaguler car il y a une augmentation du fibrinogène. À la microscopie, on va regarder à l'examen frais le type de cellules, la présence et le nombre d'hématies, et la présence ou l'absence de microcristaux. Ensuite, il y aura une coloration MGG qui sera faite qui permettra de compter le nombre de cellules après centrifugation. Il y aura également une coloration rouge d'alizarine qui pourra être faite pour rechercher la présence de cristaux de calcium qui se révèlent sous la forme d'une laque rouge et qui témoignent de la présence de microcristaux d'hydroxyapatite. Il va y avoir quelques diapos d'anapathe en fonction des différentes étiologies. Donc, les pathologies synoviales peuvent être d'origine mécanique, la plus connue étant l'arthrose. Et l'aspect anatomopathologique de l'arthrose, on va retrouver une disparition, voire une mort des chondrocytes. Il y aura des fragments de cartilage dans les franges synoviales avec des microgéodes et une disparition du cartilage. Une autre pathologie mécanique, c'est la nécrose, avec notamment l'ostéonécrose de la tête fémorale, par exemple. Et à l'analyse anatomopathologique, on retrouvera un infiltrat de cellules inflammatoires avec une détertion, une réparation du foyer de nécrose et un remodelage osseux. Les prothèses peuvent provoquer des pathologies inflammatoires, le décèlement, qu'il soit septique ou aseptique, ou la métallose. Donc là, vous avez des planches d'anapathe avec des fragments de polyéthylène qui viennent au milieu de la synoviale, voire des fragments de ciment qui peuvent également être retrouvés. La métallose est assez visible également sur les lames d'anapathe lorsqu'il y a une corrosion aussi avancée des prothèses. Les pathologies infectieuses donnent également des pathologies synoviales. On va retrouver à l'anapathe un exsudat fibrineux. On va retrouver des polynucléaires neutrophiles. Et dans le cadre de la tuberculose, on aura une nécrose caséeuse avec une synovite qui sera granulomateuse et giganto-épithélioïde. Il y a pas mal de pathologies rhumatismales, notamment la polyarthrite rhumatoïde. Et on va retrouver à l'anapathe des nodules rhumatoïdes. Les pathologies microcristallines, avec par exemple la goutte, il y a une hyperuricémie. L'anapathe va nous donner des nodules qui comportent des microcristaux qui vont être dissous par le formol. Il y aura un aspect peigné à l'anapathe et autour de ces microcristaux, il y aura une réaction macrophagique avec des cellules géantes. Une pathologie assez fréquente en consultation, la chondrocalcinose. On va retrouver à l'imagerie et à l'anapathe des dépôts intra- ou extra-articulaires de microcristaux de pyrophosphate de calcium. La chondrocalcinose peut prendre plusieurs formes. Elles peuvent être asymptomatiques dans environ un quart des cas. Il peut y avoir une poussée aiguë pseudo-goutteuse dans 20% des cas. Et on a la moitié des patients qui présentent une forme chronique pseudo-arthrosique. À l'anapathe du liquide articulaire, la chondrocalcinose, elle se présente par la présence de microcristaux de pyrophosphate de calcium qui vont être rectangulaires ou losangiques et qui seront biréfringents en intra- et en extra-articulaire. Les articulations référentielles de dépôt de ces cristaux de pyrophosphate de calcium, c'est le poignet, la symphyse pubienne et bien évidemment les genoux. Une autre pathologie microcristalline, c'est le rhumatisme à hydroxyapatite.
qui est une maladie qu'on appelle également la maladie des calcifications tendineuses multiples, qui peuvent toucher préférentiellement les tendons de la coiffe des rotateurs à l'épaule, qui peuvent toucher également le coude. On a les pathologies tumorales qui viennent faire une atteinte de la synoviale avec les kystes synoviaux et les pseudokystes. Donc les kystes synoviaux, la grande star, c'est le kyste poplité. C'est une hernie synoviale à travers la capsule. On retrouve toujours une communication avec l'articulation, et cette communication se fait par un chenal. Et à l'anapathe, on aura une paroi fibreuse qui va être bordée de synoviocytes et de liquide synovial au centre. Les pseudokystes, avec par exemple le ganglion cyste ou les kystes mucoïdes. Dans le cadre des pseudokystes, le pédicule entre le kyste et la cavité articulaire, il est inconstant. Et à l'anapathe, la paroi sera fibreuse, mais il n'y aura pas de revêtement. Et il y aura des remaniements mucoïdes ou myxoïdes. Vous avez à gauche un exemple de kyste sous la glène, à la face profonde du sous-scap, avec un fin pertuis qui va se prolonger dans le bourrelet glénoïdien. Et à droite, vous avez une masse kystique multiloculée de la loge antérolatérale de la jambe qui provient de l'articulation tibiofibulaire proximale. Les kystes synoviaux ont la particularité de se rehausser d'avoir un rehaussement de la paroi après l'injection de gadolinium, si jamais les patients ont eu une IRM injectée. Et donc là, c'était un patient qui avait un kyste de l'articulation tibiofibulaire proximale. Et on note bien, après l'injection de gadolinium, le rehaussement de la paroi du kyste. Les principales pathologies qui vont nous intéresser sur ce topo, la chondromatose, la synovite vilonodulaire. On va parler un petit peu des pathologies sarcomateuses, notamment le synovialosarcome et le chondrosarcome. Et puis, on va citer l'hémangiome synovial, le lipome arborescent. La chondromatose se caractérise par la présence de corps cartilagineux qui vont être arrondis et qui sont accouchés par la synoviale et qui vont être libérés progressivement dans l'articulation sous la forme de corps étrangers libres. S'il y a juste un nodule cartilagineux, on va parler de chondrome. S'il y a une ossification de celui-ci, on va parler d'ostéochondrome. C'est une pathologie qui est bénigne, qui touche classiquement l'homme entre 30 et 50 ans. Ces chondromes peuvent être intra- et ou extra-articulaires. Et ils peuvent toucher toutes les articulations, mais avec une atteinte préférentielle des genoux dans 2/3 des cas. Vient ensuite la hanche, le coude et les articulations interphalangiennes de la main. On a une atteinte bilatérale dans environ 10% des cas. À la radio, on notera des calcifications intra-articulaires diffuses. L'osteochondrome peut être unique ou multiple. On peut noter également des érosions osseuses extrinsèques marginales. Et à un stade un peu plus avancé de la maladie, on aura des remaniements dégénératifs avec l'apparition d'une gonarthrose. L'aspect IRM est assez typique. On voit des épaississements nodulaires lobulés. Ils ont un signal intermédiaire en T1 et hyper T2. Le signal est homogène, il ne se rehausse pas après injection de gadolinium. Et s'il y a la présence de calcification, on aura des plages hypo-T1 et hypo-T2. Et s'il y a des ossifications de ces chondromes, donc si on est en présence d'ostéochondrome, on aura un signal hyper-T1 central graisseux. L'évolution de la maladie se fait en 3 phases selon la classification de Milgram. Première phase, il n'y a pas de chondrome libre et c'est une prolifération intrasynoviale. La deuxième phase, les chondromes deviennent libres, donc des corps étrangers intra-articulaires avec une prolifération synoviale qui est active. Et la troisième phase, les chondromes sont toujours libres et il n'y a plus de maladie intrasynoviale. Comment se traite cette pathologie chondromateuse? Il y a une review du GBJS qui définit un petit peu la maladie et la conduite à tenir. Bien évidemment, en fonction de la gène du patient, le traitement de choix sera l'ablation du ou des corps étrangers. Et il y a un consensus net pour dire que, si possible, il faut faire cette exérèse sous arthroscopie. Il y a moins de morbidité, moins de rééducation, une rééducation qui se fait plus facilement et une récupération qui sera plus rapide. Il y a également moins de douleurs post-opératoires et la récupération des amplitudes articulaires du genou sera également plus rapide sous arthroscopie. Et dans les différentes études citées, on a un taux de récidive comparable entre 0 et 30% selon les papiers, que la résection se fasse sous arthroscopie ou par chirurgie open. La review fait également
le point sur faut-il ou non associer une synovectomie. Et là également, les papiers sont assez clairs. Il ne faut pas associer de synovectomie au geste d'ablation des corps étrangers, ou en tout cas pas dans un premier temps. Ça fait plus saigner, ça rend les suites post-opératoires plus difficiles pour les patients. Et il n'y a pas de bénéfice en termes de diminution du taux de récidive. La synovectomie trouve son intérêt dans le cadre de récidive. Si jamais vous avez un patient qui a une récidive de son ou de ses ostéochondromes, il faut à nouveau y retourner, réaliser une ablation et à ce moment-là faire une synovectomie, et là également, si possible, sous arthroscopie. Comme tout le temps, dès qu'on retire quelque chose, on l'envoie à l'analyse, et donc il ne faut pas négliger l'analyse anatomopathologique des chondromes que vous retirez. Dans le cadre d'enchondromes strictement bénins, vous aurez à l'anapathe un aspect de cartilage des nodules hyalins qui est rarement myxoïde. Ça peut être remanié avec des microkystes, des ossifications et des calcifications. Et ces nodules sont entourés de cellules synoviales hyperplasiques. Il faut être bien vigilant car l'évolution de la chondromatose, évolution rare mais qui existe, ou le diagnostic différentiel, c'est le chondrosarcome synovial, qui peut être donc soit primitif, soit secondaire dans le cas d'une dégénérescence de la chondromatose. On aura à l'imagerie une destruction corticale, donc un aspect à l'imagerie plus agressif que les simples chondromes. L'IRM montrera un envahissement de la médulaire osseuse, voire un envahissement des tissus mous aux alentours, avec une extension extra-articulaire possible. Et à l'examen clinique et également aux examens d'imagerie, on recherchera une infiltration ganglionnaire régionale. Donc vous avez ici à l'imagerie cette lésion du cul-de-sac sous-quadricipital qui déjà, rien qu'à l'imagerie, laisse suspecter un processus un petit peu plus agressif que des simples nodules de chondromatose, avec un envahissement cortical et une infiltration de la tumeur dans la médulaire du fémur. Le message, c'est qu'en cas de doute, s'il y a le moindre doute sur la pathologie, il ne faut pas hésiter à envoyer ces patients dans des centres experts pour que le patient passe en RCP, et au moindre doute à la RCP, il y aura une biopsie qui pourra être réalisée. Actuellement, les biopsies par les radiologues se font très facilement. Peu de contraintes pour le patient, peu de contraintes pour le radiologue qui va réaliser la biopsie, et ça permet d'avoir un diagnostic de certitude et d'éviter de courir après des catastrophes. Si on est dans le cadre d'un chondrosarcome synovial intra-articulaire du genou, la sanction, c'est une résection R0 qui donc, nous oblige souvent à faire une arthrectomie monobloc avec la pose de prothèses massives de genou. L'hémangiome synovial, c'est une malformation vasculaire qui est bénigne, qui touche dans 60% des cas le genou. Ça va plutôt atteindre l'enfant et le jeune adulte. La présentation classique, c'est les hémarthroses multiples qui peuvent aller jusqu'à, comme chez l'hémophile, une destruction de l'articulation avec une arthropathie sous-jacente. L'IRM est quasi pathognomonique, avec des contours bien ou mal limités de la lésion. Aucun syndrome de masse à l'IRM, très important. Les canaux vasculaires apparaissent hypo-T1 et hyper-T2. On peut noter des dépôts d'hémosidérine, comme vous avez là sur la flèche. Et on a un rehaussement après injection de gadolinium qui se fait de manière hétérogène. Dans ces cas-là, le traitement, c'est la biopsie exérèse, donc c'est-à-dire l'exérèse sans biopsie préalable. Encore une fois, au moindre doute, on peut adresser le patient au centre expert qui décidera ou non, en fonction de la RCP, d'organiser une biopsie ou pas. Il faudra bien réaliser une résection complète de cet hémangiome car de la qualité de résection dépend le risque de récidive. Le lipome arborescent, donc c'est des lésions qui se trouvent quasi exclusivement dans le genou et notamment dans le cul-de-sac sous-quadricipital, qui est sa localisation préférentielle. C'est une lésion pseudo-tumorale bénigne qui est rare, avec un aspect à l'IRM d'hypertrophie graisseuse des franges synoviales, avec des épanchements à répétition. L'exérèse se fait également, si possible, sous arthroscopie, mais ce n'est pas toujours évident quand vous voyez la taille des lésions de sortir tout ça sous arthroscopie, donc on est parfois obligé de le faire à ciel ouvert. On va maintenant parler de la synovite vilonodulaire, un
tout petit point d'historique, c'est Chassaignac, le premier au début du 19e siècle, qui a mis en avant ce type de pathologie avec des lésions initialement dans les tendons fléchisseurs des doigts. Et puis Jaffe, au milieu du XXe siècle, est le premier à avoir utilisé le terme de pigmented vilonodulaire synovitis. Et en 67, c'est Granovitz et Mankin qui ont dichotomisé la pathologie en forme localisée et forme diffuse. Donc la synovite vilonodulaire touche préférentiellement l'adulte jeune autour de 30-40 ans ou 30-50 ans avec une prédominance féminine. L'incidence annuelle est d'environ 1,8 cas pour 1 million. Il s'agit d'une prolifération anormale de la membrane synoviale avec une forme localisée ou une forme diffuse. Donc la forme localisée va toucher la main, notamment la gaine des tendons fléchisseurs, et ensuite les grosses articulations avec dans l'ordre genou, la cheville et la hanche. C'est souvent des lésions qui sont uniques, qui siègent souvent dans le compartiment antérieur. C'est des genoux qui ne sont pas ou peu douloureux et les patients viennent dans le cadre d'hémarthrose, donc d'épanchements plus ou moins à répétition, ou alors parce qu'ils ont palpé la boule en sous-cutané. Le nodule de synovite localisé peut venir créer des conflits lors de la flexion et de l'extension du genou, et il peut également y avoir des blocages du genou. Ça, c'était pour la forme localisée. Pour la forme diffuse, qui est une forme qui va être, comme son nom l'indique, de plus importante en quantité, et donc qui est plus à risque de récidive. La synovite vilonodulaire diffuse touche préférentiellement le genou dans 3 quarts des cas. C'est des patients qui sont souvent un peu plus jeunes. Et là, on n'est plus dans le même tableau clinique. On a des patients qui sont douloureux et qui ont des épanchements à répétition. Il y a 2 hypothèses pour expliquer la synovite vilonodulaire en termes de physiopathologie. L'hypothèse initiale, c'est une hypothèse inflammatoire avec une apparition de ces nodules de synovite vilonodulaire en réaction à des saignements ou à des traumatismes. Et en fait, on est en train d'évoluer progressivement vers une hypothèse plutôt tumorale et tumorale monoclonale avec la translocation entre les gènes 1P11-13 et 2Q35-37, ce qui va entraîner une surexpression du récepteur de CSF1. Et on va voir qu'en fait, cette hypothèse tumorale va avoir un intérêt dans le développement de nouvelles thérapeutiques pour la prise en charge des synovites vilonodulaires. Synovite vilonodulaire localisée, un nodule, la main, les grosses articulations. C'est une lésion qui est focale, préférentiellement dans le compartiment antérieur. Gros genou non douloureux, plus ou moins déblocage en fonction de la localisation de la synovite vilonodulaire. À la radio, on peut noter une érosion osseuse par hyperpression locale, donc qui peut faire qui peut inquiéter et laisser évoquer une pathologie un petit peu plus agressive. L'IRM va retrouver une masse qui va être bien circonscrite au niveau des tissus mous. La synovite vilonodulaire diffuse, comme je vous l'ai dit, dans les 3 quarts des cas, se trouve au niveau du genou. Ça va être un gros genou qui va être douloureux, qui va être raide suite à des épanchements à répétition. La radiographie peut retrouver une arthropathie dégénérative des 2 compartiments, comme chez les hémophiles, avec des hémarthroses à répétition qui vont venir entraîner une atteinte cartilagineuse. Donc, vous avez sur cette coupe IRM, c'est un patient qui avait déjà été opéré d'une exérèse de synovite vilonodulaire sous arthro, qui avait récidivé, qui avait un peu laissé traîner. Et sur le cliché radio de face, on avait une arthrose fémoro-tibiale interne très avancée. Et en fait, on avait une atteinte également osseuse de cette synovite vilonodulaire qu'on a traitée par une prothèse totale de genou. À l'IRM, on a une masse qui est mal limitée des tissus mous. L'IRM va également nous permettre de planifier le geste opératoire et notamment l'atteinte du compartiment postérieur avec la proximité des structures nobles vasculo-nerveuses. Si on laisse évoluer cette synovite vilonodulaire pour son propre compte, l'évolution naturelle sera vers l'arthrose, une destruction par destruction articulaire et atteinte cartilagineuse du genou. L'IRM est également quasi pathognomonique. On aura une synoviale épaissie qui sera hétérogène en signal T1 et T2. On retrouvera la masse sera retrouvée en intra-articulaire et celle-ci, donc la masse, le nodule de synovite vilonodulaire sera hypo T1 et hypo T2. Le signe typique, c'est ce qu'on appelle le blooming artefact, c'est-à-dire la perte de signal en T2 écho de gradient. Cette perte de signal, elle est liée en fait à
mise en évidence des dépôts d'hémosidérine qui sont des dépôts de fer. Il y a un rehaussement de la synoviale après injection de gadolinium, mais les dépôts d'hémosidérine ne se rehaussent pas après injection de gadolinium. Comme toujours après chirurgie, on envoie la pièce à l'anapathe. L'anapathe va retrouver à la macroscopie des zones fibreuses blanchâtres, des zones pigmentées brunâtres et des zones xanthomateuses jaunâtres. Et à l'examen microscopique, on aura des cellules mononucléées, des cellules géantes plurinucléées, des macrophages spumeux et des pigments d'hémosidérine qui font le diagnostic. Encore une fois, au moindre doute, il ne faut pas hésiter à envoyer ces patients au centre expert. Ça nous est déjà arrivé en RCP sur des lésions un petit peu douteuses à l'IRM, de faire une biopsie pour confirmer le diagnostic et faire la chirurgie sans aucune arrière-pensée. Car le diagnostic différentiel beaucoup plus agressif, c'est le synovialosarcome, qui est donc une tumeur maligne agressive qui va être hypo-T1 et hyper T2, alors que le nodule, le synovial nodulaire sera hypo-T1 et hypo-T2. Et tout comme le chondrosarcome, il y aura une nécessité de chirurgie carcinologique face à un synovialosarcome. Donc, encore une fois, au moindre doute, envoyez ce patient au centre expert proche de votre lieu d'exercice qui décidera en RCP de l'intérêt d'une biopsie ou pas. À gauche, pour voir la différence qui n'est pas forcément si évidente à voir, à gauche, un nodule de synovide nodulaire strictement bénin, résection sous arthroscopie. À droite, un synovialosarcome intra-articulaire du genou qui avait été réséqué partiellement chirurgicalement et qui s'est fini également en arthrectomie monobloc de genou. Comment se traite la synovide nodulaire? Il y a eu également une review du JBJS sur l'ensemble de la pathologie et les possibilités de prise en charge. Donc, le traitement, c'est la résection du nodule ou des nodules en fonction de la forme diffuse ou localisée et l'envoi de tout ce qu'on retire à l'anapathe. Et là encore, comme pour la chondromatose, la chirurgie arthroscopique a de meilleurs résultats en fonction du type de synovide vilonodulaire. Donc, dans le cadre des formes localisées, c'est assez clair. Il faut autant que possible faire une résection arthroscopique qui aura de meilleurs résultats fonctionnels avec moins de morbidité, moins de douleur, une meilleure récupération et des taux de récidive qui sont égaux à la récidive à ciel ouvert. Cette résection sous arthroscopie peut être faite par voie antérieure classique, avec des voies antéro-internes, antéro-externes. On peut ajouter des voies accessoires suprarotuliennes. Et en fonction des constatations à l'IRM, on peut être également amené à faire des voies postérieures si nécessaire. Pour les formes diffuses, historiquement, c'était tout open, donc open pour le compartiment antérieur, open pour le compartiment postérieur, avec des taux de récidive qui étaient évalués entre 19 et 33%. Avec l'essor de l'arthroscopie, les gens ont tenté de faire toute arthroscopie, donc arthroscopie devant, arthroscopie derrière, donc avec des taux de récidive qui n'étaient pas du tout acceptables, au-delà de 90%. Et donc la tendance actuelle qui semble être le meilleur compromis entre un taux de récidive acceptable et des suites opératoires plus faciles pour le patient, c'est de faire une résection arthroscopique du compartiment antérieur. Et en fonction de l'importance de l'atteinte du compartiment postérieur, faire une résection à ciel ouvert par voie de triquet, par exemple. Donc, comme vous voyez sur cette patiente qui avait traîné avant de consulter, donc une énorme synovide vilonodulaire du compartiment postérieur. Et là, vous pouvez mettre tous les arthroscopes que vous voulez. Il faudra quand même faire une chirurgie à ciel ouvert avec notamment une proximité du pédicule vasculo-nerveux. Une diapo qui résume un petit peu le traitement des synovites vilonodulaires, donc entre les formes localisées et les formes diffuses, et avec 2-3 papiers pour ceux que ça intéresse de lire les résultats de traitement de la synovite vilonodulaire. Le JBJS a également, dans sa review de la prise en charge des synovites vilonodulaires, fourni à la fin de la review un arbre de prise en charge en fonction que ce soit une synovite vilonodulaire localisée ou diffuse, la symptomatologie des patients, oui ou non une biopsie, etc. etc.
et le type de traitement, tout arthro, tout open ou arthro plus open. Est-ce qu'il faut ajouter en post-opératoire une radiothérapie post-opératoire, donc par la synoviorthèse isotopique, qui se fait classiquement à l'yttrium 90. Donc déjà, il faut, si elle doit être faite, il faut la faire une fois que la cicatrisation cutanée est parfaitement obtenue. Les voies de Triquet sont des voies à la face postérieure du genou qui peuvent être un petit peu difficiles à faire cicatriser. Donc, il faut être bien sûr que la cicatrisation cutanée soit parfaitement obtenue pour débuter la synoviorthèse isotopique. Euh, et la radiothérapie post-opératoire va trouver sa place dans les formes diffuses. Vous avez ici différents papiers d'auteurs qui ont utilisé la radiothérapie post-opératoire, donc la synoviorthèse isotopique en post-opératoire. Et donc, j'ai encadré en rouge les papiers avec le plus de valeur. Donc, dans la série de Griffin, 50 patients, dans la série de Chin, 30 patients, dans la série de Coca, 15 patients, avec un suivi important. Et vous voyez qu'il y a entre 6 et 20% de récidive grâce à l'utilisation de la synoviorthèse isotopique en post-opératoire. Il faut l'utiliser en fonction d'une balance bénéfice-risque qu'il va bien falloir pondérer chez les patients, car la synoviorthèse isotopique n'est pas dénuée de complications. En numéro 1, les troubles cicatriciels, comme je vous disais, notamment sur les voies postérieures de Triquet, des écoulements persistants, voire la surinfection locale. On peut avoir jusqu'à 7 ans après la radiothérapie post-opératoire l'apparition de sarcomes radio-induits. Comme je vous expliquais au début du topo sur la synoviole nodulaire, l'hypothèse d'une origine tumorale prend de plus en plus le pas, et avec ça, le développement de thérapies ciblées qui vont essayer de cibler le récepteur de CSF1R qui est surexprimé dans le cadre de la synoviole nodulaire. Initialement, Dewar, en 2005, avait utilisé le Glivec, donc l'imatinib, qui est un inhibiteur de la tyrosine kinase et donc qui va inhiber le récepteur. Donc, il y avait des petites études avec des faibles cohortes qui montraient un effet positif du traitement, mais des effets secondaires assez importants, avec des effets secondaires relativement bénins, la fatigue, la nausée, mais qui peuvent aller jusqu'à l'aplasie médulaire. De plus, le Glivec, ça coûte environ 4 600 $ par mois, donc un coût important, tout en gardant en tête que pour la synovie nodulaire, il s'agit d'une pathologie qui est bénigne avec un retentissement qui est fonctionnel. Et puis récemment, un autre anticorps monoclonal a été développé, donc le pixinartinib, avec des effets de phase 1 extrêmement encourageants, et la phase 3 qui est en cours de publication, enfin, qui a été publiée dans le Lancet en 2019, et il y a une étude en Liven de grande échelle qui est actuellement en cours, avec, semble-t-il, une amélioration clinique des patients, une meilleure tolérance de ce traitement et des résultats qui semblent prometteurs, mais les études sont toujours en cours. Un mot sur la synovectomie. Donc, on l'a vu, le plus possible, essayer de faire cette synovectomie sous arthroscopie en fonction de la lésion qui indique à ce geste, qui indique le geste de synovectomie. Donc, toujours essayer de le faire sous arthroscopie. L'installation sera habituelle, donc jambe pendante ou installation type PTG, garrot à la racine de la cuisse. Il vous faudra une optique, un arthropompe, plusieurs shavers, 4,2, 5,5, voire plus gros ou différents pour venir réaliser la synovectomie. La sonde de radiofréquence est intéressante, notamment pour faire l'hémostase, car les gestes sur la synoviale inflammatoire induisent des saignements, donc de l'hémarthrose post-opératoire, donc des suites post-opératoires un peu plus compliquées pour vos patients. Les voies d'abord antéro-inférieures classiques, antéromédiales et antérolatérales, auxquelles on peut ajouter les voies d'abord antéro-supérieures, supéromédiales et supérolatérales, qui permettront d'explorer tout le compartiment intérieur, donc le cul-de-sac sous-quadricipital, les régions sus et sous-méniscales,
l'échancrure et les rampes condyliennes. Et si besoin, en fonction de l'IRM et des imageries préopératoires, peuvent être ajoutées des voies d'abord postérieures, postéromédiales et postérolatérales qui permettront d'explorer le récessus postéromédial, le récessus postérolatéral et la tente du croisé postérieur. En conclusion, la synovectomie doit être réalisée sous arthroscopie dès que possible. Toutes les études ont montré que la morbidité du geste était moindre et surtout les suites opératoires étaient beaucoup plus faciles pour les patients. Si la synovectomie arthro n'est pas possible, il faut essayer de combiner arthroscopie et open, notamment dans la synovique nodulaire. Toujours envoyer ce qu'on retire à l'anapathe. Bien évaluer la balance bénéfice-risque de la synoviorthèse isotopique. Et en conclusion, toujours ne pas hésiter à envoyer les patients en centre expert pour qu'ils soient discutés en RCP afin de juger de l'intérêt d'une biopsie. Je vous remercie pour votre attention.